ce que croyait Marx. Et là, c'est l'exemple même d'un rendez-vous manqué dans l'histoire, parce qu'il va écrire à Marx, en 82. Marx est plutôt intéressé par ses idées. D'ailleurs, dans les dernières années de sa vie, Marx va remettre en question certains aspects de la théorie du progrès, se rapprocher des populistes russes et redécouvrir les communautés villageoises traditionnelles. Mais Engels, qui est celui dans la vision du travail qui s'occupe de la partie science de la nature, dit c'est du Malthus. Et Malthus, c'était sa bête noire. Donc il y a un grand rendez-vous manqué à cette époque entre le socialisme et l'écologie. L'autre manque, c'est évidemment quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque, c'est que ce n'était pas une société de consommation, le capitalisme à l'époque. On produisait pour des minorités étroites et privilégiées. C'est à partir des années 20 que Henry Ford dit « Je paye bien mes ouvriers pour qu'ils achètent les voitures qu'ils produisent ». Évidemment, comme ils ne payent pas intégralement, il faudra que la différence soit remplie par le crédit et que l'endettement devienne le moteur du capitalisme pour que la société de consommation fonctionne. Et donc on ne trouve pas chez les premiers socialistes une description des formes d'aliénation effarantes que donne la consommation moderne, la fashion victime, tout le monde a des enfants, ou ceux qui en ont, savent particulièrement ce que peut vouloir dire l'impact de la publicité et du système là-dessus. Ça, évidemment, il n'en parlait pas. Mais à ces deux réserves près, il me semble que, personnellement, cette critique élaborée entre 1815 et 1848 avait su capter quelque chose d'incroyablement exact de la logique du système dans lequel nous vivons. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte de Marx. J'aurais pu prendre Victor Considérant et tout, mais j'avais le texte sous la main sur mon bureau parce que je venais de le relire. C'est tiré de la lutte des classes en France. C'est donc écrit en 1850. Et ce livre consacré à la Révolution de 1848 commence par une description de l'état de la France sous Louis-Philippe, en 1847, jusqu'avant la Révolution, et qui va conduire à la Révolution. L'endettement de l'État était bien au contraire d'un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des chambres. C'était précisément le déficit de l'État qui était l'objet même de ses spéculations et le poste principal de son enrichissement. À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de 4 ou 5 ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l'aristocratie financière une nouvelle occasion de rançonner l'État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. Chaque nouvel emprunt était une nouvelle occasion de dévaliser le public qui place ses capitaux en rente sur l'État, au moyen d'opérations de bourse, au secret desquelles le gouvernement et la majorité de la Chambre étaient initiés. En général, l'instabilité du crédit public et la connaissance des secrets d'État permettaient aux banquiers, ainsi qu'à leurs affiliés dans les chambres et sur le trône, de provoquer dans le cours des valeurs publiques des fluctuations insolites et brusques, dont le résultat constant ne pouvait être que la ruine d'une masse de petits capitalistes et l'enrichissement fabuleusement rapide des grands spéculateurs. Et il termine en disant, ça devient sociologique, pendant que l'aristocratie financière dictait les lois, dirigeait la gestion de l'État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l'opinion publique par la force des faits et par la presse, à la télé à l'époque de la presse, dans toutes les sphères, depuis la cour jusqu'au café borgne, c'est les barlouches de l'époque, se reproduisait la même prostitution, la même tromperie éhontée, la même soif de s'enrichir, non point par la production, mais par l'escamotage de la richesse d'autrui, déjà existante. C'est notamment au sommet de la société bourgeoise que l'assouvissement des convoitises les plus malsaines et les plus déréglées se déchaînait et entrait à chaque instant en conflit avec les lois bourgeoises elles-mêmes, car c'est là où la jouissance devient crapuleuse, là où l'or, la boue et le sang s'entremêlent, que tout naturellement la richesse provenant du jeu cherche sa satisfaction. L'aristocratie financière, dans son mode de gain comme dans ses jouissances, n'est pas autre chose que la résurrection du lumpenprolétariat dans les sommets de la société bourgeoise. Le lumpenprolétariat, chez Marx, c'est la racaille. Il dit c'est les délinquants, des bas-fonds de la société. Et ce qui est très intéressant, c'est que
La droite critique les délinquants mais célèbre les banquiers. La gauche dit critiquer les banquiers mais cherche toutes les excuses aux délinquants. Marx disait la mentalité d'un trafiquant ou d'un délinquant n'est pas très différente dans son imaginaire de celle d'un trader de Wall Street. Et sociologues de gauche et économistes de droite célèbrent à leur manière chacun le même type humain, poussé par le même imaginaire, la même soif de gain, qui les rend au fond, des formes différentes, parce que les uns engrangent par milliards, les autres par centaines de milliers, c'est quand même une différence, on va sur le même plan, mais la logique est la même. Je vous ai donc lu ce texte, il y en a comme ça, il y en a des centaines, dans les milliers, c'est toute la littérature socialiste du début. Bon, et alors je me pose la question, comment se fait-il alors, et c'était là la racine de mon étonnement par lequel j'ai commencé, comment se fait-il que la gauche contemporaine officielle, car celle qui depuis 30 ans, la gauche telle qu'elle existe depuis 30 ans, se présente comme la seule force de changement, celle qui se définit curieusement comme la seule alternative concevable aux forces du passé. Rappelez-vous, mai 68, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Alors j'ai quand même plutôt l'impression que ce qui est derrière nous est moins inquiétant que ce qu'il y a devant nous. J'ai pas l'impression que Steve Jobs représente le bourgeois à Oxford, les nonces apostoliques ou l'adjudant de Byzantine-André. C'est plutôt un monde qui se modernise qui est inquiétant. Comment se fait-il que la gauche officielle, dans toute l'Europe, la seule exception, ce sera en Amérique latine, où les choses sont très différentes pour des raisons différentes. Bolivie, Équateur, Venezuela, etc. Comment se fait-il que cette gauche ait fini par considérer que ces trois critiques que je vous ai présentées étaient archaïques, dépassées, n'avaient plus aucun rapport avec le monde dans lequel nous vivons, et que j'étais même peut-être de nature à nous reconduire au goulag si jamais on avait l'idée de les reprendre à notre compte. Autrement dit, comment en est-on arrivé à cette idée que ce capitalisme dont la raison était la critique des Saint-Simon, des Fourier, etc., est devenu l'horizon indépassable de notre temps. TINA, comme disait Anglais, there is no other alternative, en accent magasin, désolé. Et que par conséquent, le seul objectif qui reste à la politique, c'est de réguler les excès les plus insupportables de ce système, tout en veillant à rassurer les marchés financiers et leurs sinistres agences de notation. Comment on est venu là, quitte à se dire que finalement, face à la situation actuelle, nous sommes au bord d'une crise du capitalisme beaucoup plus grave que celle de 29, les seuls problèmes qui comptent sont les problèmes sociétaux. J'ai dit depuis 10 ans, les élections vont se jouer sur le mariage gay, la légalisation du cannabis, le vote des étrangers, etc., alors que nous sommes au bord d'un effondrement extraordinaire et que, sur ce plan, le volet critique du système capitaliste, on n'entend que des différences secondaires. Eh bien, c'est ça, l'étonnement qui était déjà celui d'Orwell. Je trouve qu'on a beaucoup plus de raison d'être étonné encore de nos jours, et si j'ai écrit le complexe d'Orphée et ces textes, c'est pour comprendre qu'est-ce qui a produit ce divorce entre la gauche et le socialisme, dont je continue à me réclamer. De manière probablement archaïque, mais je rappelle que Mauss disait il faut que les socialistes reviennent à de l'archaïque, et je le dis, disait-il, quitte à paraître vieux jeu et 10 heures de lieu commun. C'était la formule dans l'essai sur le don. Ça reprend à mon compte. Ben justement, j'aimerais qu'on puisse t'entendre sur ce qui constitue, finalement, pour reprendre les mots d'un sociologue brillant, Philippe Chanial, cette délicatesse du socialisme. Et pour ce faire, je crois qu'il faut peut-être repasser par la dimension structurante que constitue le clivage droite-gauche. Alors, installé depuis près de 2 siècles dans l'imaginaire politique des sociétés contemporaines, ce schéma bipolaire que représente le clivage droite-gauche est souvent présenté comme la summa divisio de la vie politique. Et ces notions, cette droite et de gauche, fonctionnent à la fois comme des mots boussole, dont la métaphore spatiale conforte les fonctions d'orientation, mais également comme des mots totems à travers lesquels les individus
et les groupes construisent une partie de leur identité sociale et une partie de leur identité politique. Et pourtant, ce clivage est indéniablement saturé de conflits historiques, malmenés par des frontières mouvantes, chahuté par des terminologies nomades, et semble ainsi rejouer indéfiniment la scène primitive d'un grand partage. Alors, d'après toi, depuis quand ce partage s'est-il réellement imposé au champ de la politique moderne? Ne masquerait-il pas, des lignes de failles révélatrices d'une histoire plurielle des idées? Et n'en vient-il pas finalement aujourd'hui à incarner une zone de passage dans laquelle se recomposent en permanence les frontières d'une seule et même idéologie commune, propre aux deux camps que sont la droite et la gauche? Bon, alors ça, c'est le centre du complexe d'Orphée. J'essaie d'être rapide, mais c'est une leçon d'histoire. Hein. C'est-à-dire que pour comprendre ce divorce, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est, il y a chaque 15-20 ans, c'est quand je me suis dit, mais je suis plutôt dans une tradition marxiste qui n'était pas spécialement ouverte aux penseurs comme Proudhon, Fourier, etc., que j'ai longuement réhabilité depuis, mais Marx est un monument, hein, tout à fait un auteur majeur. Je sais, mais où peut-on trouver, même en lisant les 100 volumes de l'édition légale de Berlin de Marx, une seule ligne où Marx se présente comme un homme de gauche? Et en allant plus loin, c'est pareil pour les socialistes du XIXe siècle. Je parlais de Durkheim tout à l'heure. J'ai relu ces jours-ci le cours de 1895-16 de Durkheim sur le socialisme. À aucun moment, Durkheim mentionne le moindre rapport entre la gauche et le socialisme au XIXe siècle. Et évidemment, le grand tournant, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, avant, le système politique était ce que j'appelle tricolore ou tripartite. L'opposition de la gauche et de la droite, elle se met à l'origine de la Révolution française, mais enfin, c'était un détail anecdotique sur le veto du roi, et même pendant la Convention, la Constituante, on emploie rarement les mots de gauche et de droite, mais ça se met vraiment en place en 1815, à la Restauration. Là, la droite, c'est le parti de l'ordre et de la réaction, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent que la Révolution est une parenthèse et qu'on va pouvoir revenir à l'Ancien Régime. Alors évidemment, il y a des nuances dans cette droite. Ceux qui disent et qui croient qu'on peut revenir, façon Charles X, intégralement à l'Ancien Régime, et puis ceux qui seront plus constitutionnalistes et autres, qui diront qu'on peut revenir à certains aspects tout en s'adaptant à la modernité. Mais la droite, c'est le parti de l'ordre, dont le discours est la déploration des changements et de la modernité, qui fait que tout fout le camp. Ce thème est évidemment au centre de Balzac. La gauche, c'est au contraire ce qui va s'appeler le parti du mouvement, du progrès, de la liberté, et qui va célébrer le développement du progrès industriel, scientifique et technique, et au contraire, par conséquent, défendre le nouveau monde, et ce qui fait que, notamment au début, les libéraux sont l'aile marchande de la gauche. Le premier grande figure de la gauche, c'est Benjamin Constant, Tocqueville, Bastiat, qui siègent à gauche, voire Bastiat à l'extrême gauche, de la Chambre des députés. Là, tout de suite, je ne peux pas vous résister au plaisir de... J'ai fait un petit sondage dans les dernières définitions que les membres du Parti socialiste ont données de ce qu'est le socialisme. Alors, ça commence par Jean Glavany, ministre de l'Agriculture. C'est le parti de la science, du progrès et de la raison. Un mot sur les travailleurs, c'est exactement la définition du parti du mouvement donné par les libéraux, Constant, Guizot, etc. à l'époque. DSK, que vous connaissez sans doute au début de l'année, dit c'est le parti de l'avenir, de l'espoir et de l'innovation. Et ces jours-ci, Vincent Payon vient de publier un recueil d'entretien, il dit socialiste, c'est le parti du mouvement, de la réforme et de la modernité. C'est exactement la définition de la gauche libérale, avec le petit républicain de progrès qui gravite autour, au XIXe siècle. Il y a donc les blancs à droite,
l'Église catholique, l'alliance du sabre et du goupillon, du trône et de l'autel, tout ce monde étouffant qu'on connaît du XIXe siècle, qui va être une base pour la littérature, scandale, etc. Puis les bleus, républicains libéraux, les libéraux s'appellent souvent républicains, mais enfin bon, c'est le parti de la liberté, etc., qui vont s'affronter tout au long du XIXe siècle, avec évidemment dans la politique toutes les hybridations possibles. Il y a toujours des centres, centre-gauche, centre-droit, bon, c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, ce mot gauche, l'opposition gauche-droite, sort rarement du Parlement. Vous ne trouvez pas un paysan de l'Ariège qui se dit de gauche ou de droite, ça ne se dit pas encore. On se dit plutôt bleu ou rouge, bleu ou blanc. Souvent, même encore du temps de mes grands-parents, on disait c'est des blancs, c'est des rouges, etc. Ça se dit encore. Et puis il y a les rouges, c'est-à-dire le mouvement socialiste, mais le mouvement socialiste a, dans toutes ses diversités, une ligne de conduite, c'est l'indépendance du prolétariat par rapport, dans l'analyse de classe, les blancs, c'est l'aristocratie et ses débris, et le pouvoir de l'Église, les bleus, ce sont les libéraux, c'est la bourgeoisie. Nous devons être indépendants. C'est pourquoi tout au long du XIXe siècle, quand il y a les élections, le manifeste des 60 en 1864, on présente les candidatures ouvrières, et il y a toujours des républicains, les plus républicains de la gauche, qui disent mais c'est dommage, vous divisez, il faudrait nous unir contre la réaction, mais les socialistes jusqu'au bout, ils sont prêts à soutenir tactiquement la prise de pouvoir par les républicains à certains moments, en disant ça va nous donner des conditions favorables pour nous développer, mais attention, dès qu'ils auront le pouvoir, la gauche vous trahira. C'est le discours de 1948. Au début, le prolétariat est vraiment le bélier de la révolution, et à ceux qui disent ça y est, la République devient sociale, Marx dira par exemple, mais attention, maintenant qu'ils vont être au pouvoir, ils vont se retourner contre vous. Et les massacres de juin 1848, c'est sous la direction de Cavaignac, le grand représentant de la gauche. La Commune, on oublie que Thiers, ce n'est pas un homme de l'extrême droite, etc. C'est le chef de l'opposition libérale sous le Second Empire. Et je rappelle toujours que Thiers, lorsqu'il meurt en 1977, son enterrement, Gambetta en tête, c'est la plus grande manifestation de la gauche au XVIIe siècle, au XIXe siècle. Autrement dit, jusque ce qui va être l'affaire Dreyfus, bien sûr, il y a toujours aussi des passerelles, des socialistes modérés, des libéraux. Stuart Mill se dit à la fois libéral et socialiste. C'est toujours plus compliqué, mais globalement, les rouges et les bleus sont dans deux camps différents. Et la critique, toujours, attention, la gauche et la bourgeoisie, le parti du mouvement. Et puis alors surtout, même avant l'affaire Dreyfus, il y a eu le scandale de Panama, le massacre de Fourmi, il y a eu toute une série d'événements, les lois scélérates, qui faisaient que les socialistes ne se reconnaissaient pas du tout dans les républicains de gauche alors au pouvoir. L'affaire Dreyfus, c'est le tournant, mais je rappelle qu'elle éclate en 1994, et qu'au départ, pendant 4 ans, jusqu'en 1998, les socialistes, sauf quelques exceptions qui le font à titre individuel, 2-3 anarchistes à titre individuel, refusent de se mêler de l'affaire. Comme je le dis toujours, vous pouvez tous trouver, moi le premier à titre personnel, que c'est pas joli quand une fille porte plainte contre sa mère pour lui détourner son héritage, mais enfin l'affaire Bettencourt, je ne suis pas prêt à monter sur une barricade pour défendre Liliane Bettencourt. Et c'est ça pour les socialistes à l'époque. Dreyfus, qui est un riche bourgeois, c'est des affaires, c'est dans l'armée, commandant, voilà. Et ça ne nous concerne pas. Et en 98 encore, Jaurès et Jules Guesde, successeur du Mas de Tess désormais à Montpellier, Jaurès et Jules Guesde publient un texte commun de tous les courants socialistes disant « Prolétaires, ne vous enrôlez dans aucun des camps de cette guerre civile bourgeoise. » 4 ans après le déclenchement de l'affaire. Et puis, évidemment, à un moment ça devient moralement intenable. C'est surtout les anarchistes et Jaurès qui disent « Oui, mais quand même, les preuves s'accumulant
d'une machination ignoble contre Dreyfus. Les choses devenant si... On retrouve l'indignation. D'accord, c'est un bourgeois, mais quand même ce qu'on lui fait, c'est indigne. On ne peut pas accepter ça. Les socialistes sont en plus mal à l'aise, mais surtout, ce qui va vraiment précipiter leur ralliement, le changement de tactique, c'est qu'à partir de 99, la droite, qui est très puissante encore, droite monarchiste, cléricale, mais qui est de plus en plus renforcée depuis la défaite de 70 par les courants nationalistes. C'est l'époque où on passe du patriotisme de la Révolution française au nationalisme agressif. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est la haine de l'autre, et qui se développe de plus en plus, que la possibilité de coup d'État devient absolument imminente. Il y a déjà les premiers coups d'État, des roulettes et autres, et là, devant le péril du coup d'État, Salve-Ventier, tous les courants socialistes se réunissent. Et le Parti socialiste était divisé. Il y avait le comité central d'Édouard Vaillant, les partisans de Allemagne et de Brousse, il y avait donc les partisans de Gued, etc. 4 grands mouvements, plus les anarchistes, et qui disent, devant le péril du coup d'État, nous acceptons une politique provisoire de défense républicaine, et c'est alors le fameux meeting de Longchamp. Le président Loubet vient d'être victime d'un attentat de la part de la droite extrême, et là, je cite quand elles ont fait le grand historien Isaac, de Malais Isaac, qui raconte ce jour où l'on voit, dit-il, s'unir pour la première fois les bourgeois, les plus alliés à la bourgeoisie, aux révolutionnaires descendants de la commune, les plus extraordinaires, etc. Et c'est l'âge de naissance de la gauche, aussitôt traduit par le premier gouvernement où un socialiste, un gouvernement de gauche, ou un socialiste rentre, c'est Alexandre Millerand. Alors la majorité des socialistes étaient contre cette entrée en disant on soutient la gauche, mais on n'entrera jamais dans un gouvernement de gauche. Et surtout que Millerand se trouvait du coup aux côtés d'un homme de gauche que les socialistes n'aimaient pas du tout, le général Gallifet, qui était l'un des principaux responsables de la répression de la Commune. Et c'est à ce moment-là que se construit la nouvelle gauche, et qui, progressivement, va faire que les bleus et les rouges vont, ce qui fait que vous, quand vous entendez les gauchistes, parmi vous, vous avez dit, mais moi je reste de gauche. Ah mais attends, si on dit ça, alors on n'est plus de gauche. Cette gauche identitaire, c'est pas la gauche originelle du XIXe siècle, c'est la gauche de compromis historique qui s'est mis en place pendant l'affaire Dreyfus, qui sera réactivée pendant le Front populaire, parce qu'il y aura à nouveau une menace imminente nucléaire, mais qui est quand même fondée sur un compromis instable, puisqu'elle va amalgamer des libéraux, des républicains, puis des socialistes, la SFIO, et rappelons-nous que le Parti communiste, quand il se fonde en 1920, refuse les politiques d'union de la gauche et de rentrer dans la gauche, c'est classe contre classe jusqu'en 1925, et c'est seulement à partir du Front populaire que le Parti communiste dira on change les batteries, nous rejoignons la gauche devant le péril, et c'est cette image de la gauche qui est à la fois à qui on doit des choses extraordinaires sur le plan social, Front populaire, les réformes de la libération, un certain nombre de revendications obtenues après 68, mais qui est une alliance bleu-rouge, et qui va se défaire à partir de 1983-84, du jour où on va nous dire rouge égale goulag. Comme entre-temps, la droite d'Ancien Régime a quand même disparu, Philippe de Villiers, comme ça, etc. Mais globalement, la droite, c'est quand même pas un mouvement qui veut reconstruire la monarchie, qui présente un candidat Bourbon aux élections avec etc. J'entendais les derniers discours de Sarkozy. D'ailleurs, la droite, de plus en plus, est passée dans le discours où elle accuse la gauche d'immobilisme, de défense d'être conservatrice, tournée vers le passé, de ne pas accepter la modernisation, etc. etc. Autrement dit, la gauche et la droite actuelle représentent deux des tendances du Parti bleu qui se sont affrontées tout au long du XIXe siècle. Les blancs sont morts de leur mort en 1945 et ne subsistent que dans des petits blogs folkloriques, et les rouges ont été marginalisés. Et donc, ce qui s'est passé dans les années 84, c'est que la gauche est redevenue ce qu'elle était au XIXe siècle, le parti du mouvement,
de la réforme et de la modernité, et c'est évidemment ce qui va expliquer tout mon problème, parce qu'à partir du moment où être de gauche, être moderne, c'est en avance sur son temps, ou vivre avec son temps, vous mettez en place un logiciel qui s'exécute tout seul dans votre tête et qui va vous rendre difficile, par exemple, je parlais tout à l'heure de la lutte de Monsanto contre l'agriculture traditionnelle. Vous avez donc des paysans qui sont venus devant l'Élysée ces jours-ci en disant nous défendons le droit ancestral des paysans à posséder l'intégralité de leur récolte. L'homme de gauche moderne, c'était depuis 30 ans. Il y a trois étapes dans la gauche. Il a peut-être une sympathie, il a un vieux souvenir de Jacques le Croquant, tout a priori, mais quand même un droit ancestral, la modernisation, les manipulations génétiques, c'est quand même moderne. Michel Onfray, partisan de clonage, etc. et tout. Et finalement, je ne sens pas trop ce combat. Est-ce que quelque part, ça ne nous ramènerait pas aux valeurs de Maurras, la terre ne ment jamais, etc. Vous êtes ici, venu à une soirée que Sorens a organisée, et je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés au livre. Mais quand vous rencontrez des gens qui vous disent « mais le livre, Coco, c'est fini, maintenant, tablette numérique, tout Steve Jobs, etc. » il y a en vous quelque chose qui s'indigne et proteste, mais un logiciel qui s'exécute, est-ce que je ne suis pas un vieux con? Est-ce que tout ne change pas? On ne se met jamais deux fois dans le même feu? Et vous voyez comment ce dispositif, qui fait de la modernité une fin en soi, va vous paralyser pour un nombre croissant de combats. Et ce qui s'est passé, et évidemment, en face on le sait très bien, puisque si jamais quelqu'un commence à se poser des questions, c'est pas un peu du Maurras que je me ressors, tu ne serais pas en train de faire le jeu de l'extrême droite, est-ce que tu ne serais pas en train, avec ta décroissance, de nous ramener à la bougie, etc., etc. D'ailleurs, en tant que premier philo, je m'interroge toujours sur pourquoi Rousseau est-il si mis entre parenthèses dans la culture de gauche, alors que si vous voulez un penseur qui, d'après les catégories actuelles, Mine, Catali, Bernard-Henri Lévy, serait le prototype du fasciste, c'est Rousseau, le premier qui dit le progrès des sciences et des arts ne correspond pas nécessairement à un progrès de la vertu et de la justice, le discours sur l'origine de l'inégalité. Il est objectivement réactionnaire, comme l'était Robespierre, comme l'était Saint-Just et tout. Mais voilà donc comment s'est construit ce jeu qui fait, alors terminer en disant que, toujours sur une note sportive que je ne peux jamais m'empêcher d'avoir, je le sais sans doute, j'ai toujours été. Donc on est passé d'un jeu bleu, blanc et rouge, Balzac, Stendhal, et disons pour écrivain de rouge, Jules Vallès, voilà, prenons trois représentants, un jeu monocolore, puisqu'il ne reste plus que des bleus, bleu foncé, bleu pâle, de nos jours qui s'affrontent. Et je disais, mais c'est drôle, moi qui ai toujours aimé le football et le rugby, quand j'étais jeune, à l'époque de Couder, on disait les tricolores ont la balle, le 15 tricolores, on dit allez les bleus. Comme s'il y avait eu un micro dans le sport, où on était passé d'une France tricolore à une France bleue. Et j'y trouve comme une sorte d'écho inconscient de ce changement de l'échiquier politique, où il n'y a plus qu'une couleur, d'où alternance unique. On se moque des Russes qui doivent choisir toujours entre une fois Poutine, une fois Medvedev, mais enfin, bon, on n'est quand même pas très loin de l'idée qu'il faut la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. On est quand même plus à droite les Russes dans la présentation des choses, ça c'est sûr. Mais en fait, si on te suit dans cette logique et dans cette critique que tu adresses de fait au socialisme actuel, et du moins sous sa forme partie, ça serait finalement le fait de s'être rallié à cette idée d'une croissance limitée dans un monde illimité qui fait véritablement problème. Parce que pour tout le reste, si l'on prend le soin de regarder le détail des programmes, je crois qu'on ne peut que souscrire à l'idée que être socialiste tel que le Parti socialiste le défend, je vais me faire l'avocat du diable quelques instants, juste quelques instants, je vous rassure, mais il me semble que l'idée d'une seconde gauche, d'une certaine seconde gauche, qui était notamment à l'initiative de Michel Rocard, c'était de promouvoir la transformation sociale et directe, ce qu'on appelait à l'époque la transformation sociale directe, avec cette idée que la transformation sociale directe devait être accoudée à un idéal gestionnaire. Donc là, on n'était pas si loin de ce socialisme originel.
on n'était pas si loin de ce qui avait été formulé, c'est-à-dire que le nerf de la guerre, c'était quand même de s'attaquer aux rapports salariaux. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans ta critique, c'est de savoir s'il ne faut pas aussi hiérarchiser. D'ailleurs, tu prends le soin de dire, oui, il y a quand même des acquis, ceux du Front populaire, mais il y en a bien d'autres, même dans notre modernité, sur lesquels on aurait tort, à mon sens, de revenir. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à hiérarchiser, justement, la critique qu'on va adresser à ceux qui, aujourd'hui, se prétendent, qui ont tout à fait ce droit-là, compte tenu de leur histoire, se prétendent socialistes? Est-ce que on ne devrait pas commencer par leur dire, oui, vous pouvez vous réclamer du socialisme, le problème étant qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes pas dans la mesure où vous êtes encore accoudé à une logique productiviste qui rend irréalisable votre discours qui consiste à promouvoir l'égalité réelle. L'égalité réelle, c'est aussi des termes que les socialistes utilisent dans des points programmatiques, hein, donc égalité réelle au sens de Marx, quoi. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, si tu veux, de manière à ce que la critique porte, à leur demander justement de bouger principalement sur cette ligne-là? Je ne sais pas si Rocard est le bon exemple, je sais que c'est temps-ci, il fait des croisières dans l'Arctique pour le président Sarkozy. Cette deuxième gauche, que Chevènement appelait d'ailleurs la gauche américaine, il n'avait pas eu quand même le nez assez creux là-dessus à l'époque, c'est celle qui est devenue la seule et unique gauche. Alors, attention, dans le Parti socialiste, il y a des Montebourg, il y a aussi des gens, mais cette deuxième gauche, c'est justement celle qui a fini par considérer le capitalisme comme l'horizon indépassable de notre temps. Et son aboutissement le plus absolu, c'est le fameux groupe de Louis Ferrand, Terra Nova, les Strauss-Kahniens, qui vont porter jusqu'au bout l'idée qu'il faudrait maintenant, un peu à la façon dont Bernstein, le grand révisionniste de la fin du XIXe, disait, mais que le Parti social-démocrate ose paraître ce qu'il est. Il appelait à mettre le discours en phase avec la réalité. Et c'est ce que fait Terra Nova, qui dit, mais les prolétaires, les ouvriers, les employés, mais c'est des beaufs qui sont racistes, xénophobes, alcooliques, etc. Et tout. Il faut que la gauche, définitivement, se débarrasse de ce point mort et se concentre sur les catégories qui sont porteuses électoralement. Et c'est là, justement, où je détournerai un peu ta question, c'est que moi, ce qui me gêne dans cette disparition du socialisme, c'est qu'à partir du moment où le seul clivage qu'il faut faire aux gens est droite-gauche, alors attention, le slogan ni gauche ni droite a connu dans l'histoire 10 000 interprétations différentes. Quand Le Pen dit ni gauche ni droite français, ça veut dire que le dépassement qu'il propose n'est pas articulable à la lutte des classes et la défense du peuple. Ça veut dire que la coupure ne passe pas entre le spéculateur du CAC 40 et l'ouvrier libéraux, mais entre les deux et leurs homologues étrangers. Mais la critique du clivage gauche-droite a eu lieu dans le mouvement socialiste à l'origine. Dwight McDonald vient de sortir de magnifiques textes, un grand socialiste américain des années 46. On vient de sortir un livre qui s'appelle « Le socialisme sans le progrès ». C'est magnifique, c'est Christopher Lasch. Dionys Mascolo, on a ressorti un texte il n'y a pas longtemps là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué. Ce qui me paraît dangereux, et ça a été accentué par le phénomène des primaires à l'américaine, c'est qu'on finisse par dire que le grand clivage en France, c'est celui qui opposerait le peuple de gauche et le peuple de droite. Ça veut dire non pas un clivage classe contre classe, mais religion contre religion. Et moi, alors ça c'est quelque chose que je dois certainement à mon éducation communiste thorésienne. À l'époque, Thorez était quelqu'un qui avait un sens extraordinaire du front commun et de l'unité. Moi, je dis que jamais on n'arrivera à quelque chose tant qu'on en reste à cette division du peuple. Je ne parle pas de la division
de la gauche et de la droite, hein, je ne demande pas la réconciliation des états-majors. Moi, ce qui me terrifie ou m'inquiète depuis le début, c'est de dire, mais que fait-on de ces travailleurs qui votent à droite, voire à l'extrême droite, ou se réfugient dans l'abstention, hein, quand le Front National a 30% des ouvriers qui votent au Front National. Ou bien on dit, façon intellectuelle de gauche inrecuptible, c'est bien la preuve que les ouvriers c'est des cons, des gauchons, des chiens. Ou on dit, c'est peut-être vous qui êtes cons, vous inrecuptibles. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait, et Orwell analysait le problème, il disait, mais qu'est-ce qui fait que ces gens en sont arrivés à une telle exaspération? Le discours que vous tenez, ce que eux vivent, est tellement contradictoire que vous ne leur laissez plus d'autres solutions pour exprimer leur colère et leur exaspération que ça. Comment faire pour reconstruire un front populaire? Et c'est un travail, parce que tout le travail qui a été fait par la bourgeoisie libérale, c'est de diviser ce peuple. Je prends 3 exemples. Opposer les travailleurs salariés aux travailleurs indépendants. Je veux dire, mais il y a des contradictions réelles. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients dans ces 2 statuts, mais tout est fait pour que, ah oui, mais vous, les salariés, quand vous rentrez, vous n'avez pas la comptabilité, l'URSSAF, etc. et tout. Opposer les salariés du privé et les salariés du public. Oui, mais vous, les fonctionnaires, vous êtes... Opposer les travailleurs de souche et les travailleurs étrangers. Tout ce qu'il faut, c'est d'arriver à reconstruire un front commun entre les gens ordinaires. Travailleurs, ça ne veut pas dire ouvriers d'usine. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent vivre, qui acceptent de vivre de manière décente, sans chercher à s'enrichir à tout prix et vivre sur le dos des autres. Ça fait une grande majorité de la population. Je n'ai pas, jusqu'à ce que disent les Américains, on est 99% contre 1%, parce que le 1% a quand même une clientèle et une cour qui touche 10% de la société. Mais enfin, il y a de quoi faire un grand front populaire. Et pour ça, il faut construire un langage commun. C'est-à-dire que chacun s'explique, que le fonctionnaire que j'ai été reconnaisse que j'ai un certain nombre de servitudes que d'autres n'ont pas, mais aussi un certain nombre d'avantages que d'autres n'ont pas. Chaque fois que je me présentais au lycée à Joffre, il n'y avait pas quelqu'un qui me disait « Ah, il y a un Polonais qui a pris votre place ce matin, ben maintenant allez au Pôle emploi ». J'en avais conscience. Hein. Il y avait des choses, bon. En même temps, j'avais des servitudes qu'on peut ne pas imaginer tout. Pareil pour l'artisan, le petit entrepreneur, pour toutes ces catégories populaires sont actuellement hostiles les unes envers les autres, et du coup, la gauche va traiter les travailleurs du service public, la droite va prendre les indépendants et les salariés du privé, et on va lancer l'un contre l'autre pour le plus grand profit de ceux qui les exploitent en commun, sous des formes différentes. Hein. Et moi, je veux en revenir tout simplement à ce qu'était la politique socialiste originelle, ce qui ne veut pas dire le sang qui coule, les têtes qu'on coupe, les goulags qui se construisent, mais reconstruire d'abord les vrais clivages. Alors, cela veut dire simplement, quand Thorel disait « je te tends la main, travailleur catholique », c'est que, venant d'une famille de gauche, le problème n'est pas là, c'est que je dis il faut aller voir ces travailleurs qui sont des decent personnes, comme dit Orwell, mais que leur malheur et leurs conditions fait qu'ils vont trouver que la cause de tout leur malheur, c'est les fonctionnaires, c'est l'étranger, c'est le salarié, et inversement dans tous les sens. Hein. Arriver à leur donner ce langage qui permet qu'ils comprennent que chacun à sa manière souffre de la logique d'un même système qui profite d'eux sous des formes différentes, des manières différentes, avec des avantages, des inconvénients et tout. C'est reconstruire un immense front populaire et dont le but c'est d'en finir avec cette logique qui fait que la vie des gens ordinaires, je pense que dans cette salle, il n'y a que des gens ordinaires au sens de Orwell, ordinary decent people. Pas beaucoup de traders de Wall Street, j'en reconnais pas beaucoup, de banquiers, de politiciens de Bruxelles, etc. et tout. Et c'est arriver à dire il faut arriver à trouver le moyen de sortir d'un système dans lequel la vie des gens ordinaires dépend de bon vouloir de minorités privilégiées qui contrôlent la richesse et l'information. Et ceci vaut pour les paysans des Indes, etc. Donc après, deuxième gauche et tout, c'est là où je dis que si...
Gaulle, des gens en France, d'après les sondages, 37% des Français ne se reconnaissent plus ni dans la gauche ni dans la droite, et 67%, donc ça inclut ceux qui ne se reconnaissent pas et ceux qui se reconnaissent, disent mais de toute façon ça ne changera rien. Ça veut donc dire qu'il se passe quelque chose dans la société. Je dis, si la gauche aborde ces travailleurs, ces employés, ces petits employeurs et tout en leur disant devenez de gauche, c'est leur poser une contrainte symbolique qui fait que on va les éloigner. Il faut trouver un langage anticapitaliste, encore une fois en termes de peuple contre la nouvelle aristocratie, qu'ils peuvent entendre. Mais le problème a été posé dans la première internationale quand un certain nombre de mouvements, parfois des bakouniniens, disaient quand on est socialiste, on doit être athée. Et donc on disait travailleur, si tu veux rejoindre l'Internationale et le Parti Socialiste, abandonne ta religion. Et là, Marx et la majorité de l'Internationale disaient, mais attendez, c'est probable que l'athéisme est plus compatible avec le socialisme, parce qu'il y avait tout athée, mais on ne peut pas les diviser sur ce problème secondaire. On va dire aux travailleurs, tu viens te baser sur un programme anticapitaliste, et on ne te demande pas de renoncer à ta religion, à tes symboles affectifs, à ce qui donne un sens à ta vie. Tant que tu es d'accord sur l'essentiel, c'est ce que Spinoza disait, quand il disait on doit demander aux catholiques, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, uniquement de vivre sur ce qu'est le noyau dur de leur religion, pratiquer dans la vie quotidienne la justice et la charité. La charité, c'est l'esprit du don. Pour le reste, peu importe d'où vous venez, votre famille, les symboles qui vous plaisent, l'un adorera lire Bernanos, l'autre préférera Camus, etc. C'est l'important. C'est un peu comme dans les sociétés d'échange local, on ne demande pas aux gens une appartenance politico-religieuse précise, on leur demande de se battre sur un programme, libre à eux de le formuler dans leur langage d'origine. Si quelqu'un trouve dans l'islam le langage qui lui convient pour exprimer sa révolte anticapitaliste, dès que sur les faits, ses positions sont les mêmes, non à la colonisation, non à cette croissance des inégalités, non à ce système de salariat qui brise nos autonomies, peu importe le langage dans lequel vous traduisez, bouddhisme de droite, etc., c'est la pratique qu'on peut faire en commun. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'on ne prend jamais le modèle de la résistance en France dans la politique actuelle. La résistance, ça a été le lieu et le moment où des gens venus de différents horizons, elle n'a pas traversé gauche comme droite, il y avait une gauche pétainiste, il y avait une droite résistante, mais il y avait d'un côté les decent persons et ceux qui avaient fait le mauvais choix. Et d'avoir lutté en commun sur ces objectifs sur lesquels tout le monde est d'accord a permis aussi des rapprochements, et c'est grâce à ça qu'il y a eu le Conseil national de la résistance, qui quand même allait depuis des gens qui étaient venus de la droite monarchiste jusqu'aux communistes, et qui s'étaient, à travers le combat commun, parce qu'on se découvre toujours en combattant ensemble pour un objectif commun contre un ennemi commun. Et peu importe au départ le drapeau sous lequel on disait, il faut trouver ce langage commun minimal. Et les gens, du coup, ont fini par découvrir à travers la fraternité des luttes, à travers la dureté de l'ennemi, le programme qui fait que le capitalisme, on n'est pas sorti en 1945, mais pendant 30 ans, on a réussi sur le volet social, parce que la croissance, elle a été écologiquement désastreuse. Mais on avait réussi, c'était facilité par le fait que beaucoup de patrons du CAC 40 de l'époque avaient collaboré et qu'on a pu prendre des mesures radicales, la nationalisation et autres. Eh bien, ces gens s'étaient retrouvés dans un programme qui, pendant 30 ans, a protégé à l'intérieur d'un capitalisme limité du dehors par ce compromis politique et avait permis de faire des choses dont certaines ont été positives. En tout cas, tout notre appareil de protection sociale est né grâce à ça. Or, ces combats de la résistance, encore une fois, avaient bien été des combats de front commun entre des gens qui venaient d'horizons différents, mais qui étaient d'accord sur une révolte morale et un développement politique de cette exigence morale que le programme de la résistance, très minimal, qui ne sortait pas du capitalisme, qui était keynésien,
mais qui a permis de mettre un coup d'arrêt pendant très longtemps à ce programme. Et d'ailleurs, une chose étonnante, on voit tous les phénomènes internationaux, c'est que jusque dans les années 70, les hommes politiques de gauche ou de droite, d'ailleurs on ne disait pas de droite à l'époque, de gauche, etc., étaient dans l'ensemble tous issus de la résistance. MRP, CFIO, les gaullistes, etc. C'est quand cette génération qui avait connu la résistance, la génération des Giscard, les Jean-François Copé, de tous les gens modernes, etc., qui n'ont plus rien à voir avec ce souvenir commun, qu'on a pu commencer à démanteler, alors là, très tranquillement, quelque chose à quoi même les hommes de droite de l'époque étaient restés attachés dans la fraction de celle qui venait de la résistance. Il s'est passé quelque chose. Voilà, il me semble que si on continue à dire à quelqu'un devient de gauche, non, c'est le capitalisme t'exploite toi à ta manière ou autre, ton ennemi n'est pas l'étranger, le fonctionnaire, le petit entrepreneur, etc. Et travaillons à nous unir sur un programme anticapitaliste. Et à ceux qui diraient, oui, non, c'est déjà, la gauche est très dure à rassembler, si en plus on fait un sous-ensemble, non, parce que si on le fait sous la forme d'un appel élargi, moi je suis sûr que bien des gens qui sont de l'abstention, des gens simples, si on leur tient ce langage, qui notamment ne vient pas leur heurter leur refus du libéralisme culturel, c'est pas ces gens-là, vous n'allez pas aller les rallier à l'anticapitalisme avec un programme fondé sur la légalisation du cannabis comme première revendication. C'est pas ça, c'est pas la bonne manière d'aller parler à ces gens. Vous n'allez pas dire, ah oui, mais il faut d'abord comprendre le délinquant, c'est lui la vraie victime. Là, c'est fini. Vous ne pouvez pas aller là. Il faut recentrer sur ce qu'est la logique du capitalisme, comment elle détruit les familles de l'intérieur, comment elle vit des enfants devenir de plus en plus durs, comment le travail change de sens, pourquoi on se télécommunise, pourquoi on se glaciise, pourquoi le travail, les CDI disparaissent au profit de ce travail précaire, de ces petits boulots, pourquoi les familles sont aussi désormais éclatées, là, en Nouvelle-Zélande, etc. Pourquoi tous ces phénomènes, etc. C'est à partir de là que, devant la souffrance commune induite par le capitalisme, quand on sait nommer les causes, moi il me semble que les gens sont prêts à entendre ce discours. C'est pas un discours centriste, c'est un discours radical qui part du projet qui devrait être de bon sens pour moi, c'est que c'est en radicalisant notre critique du système qu'on peut élargir la base des gens qui peuvent se comprendre, se tendre la main et faire tomber les barrières